Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de Spacehack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et ce soir, les amis, nous avons concocté un programme aux petits oignons car nous reviendrons non pas sur un match du hack, mais sur deux, et le tout en compagnie d'un invité surprise que je vous présenterai après le traditionnel tour de table. Il a survécu à un nouveau covoiturage avec le Sébastien Loeb des maisons de retraite et a donc pu assister à la rencontre d'hier après-midi. Romain, le capitaine de la team, est ici ce soir. Salut Romain. Salut, ouais, il y avait une double génération de Vivien. Il y avait son papa avec nous aussi. Attends, tu veux dire qu'il y a plus vieux que Vivien? Et ouais. Incroyable. Ils ont inversé leur place cette semaine puisqu'il est resté à regarder le match à la maison dans son canapé comme un vrai supporter expatrié. Thomas est également là ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ouais, très frustrant de regarder ça depuis le canapé, mais bon. Ouais, quand on n'a pas le choix malheureusement. C'est ça. Après avoir partagé justement son canapé avec Romain pendant le match à Lens, il était de nouveau solo pour regarder le match face à Saint-Etienne et n'a pas eu à partager sa bière cette fois. JC est à nos côtés ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir Guillaume. Bah écoute Thomas, la prochaine fois tu viens à la maison parce que chez moi apparemment on voit des victoires. Voilà. Ça te fera un peu de route, hein, mais bon, pourquoi pas. Il collectionne les maillots de joueurs portés et aimerait accrocher celui de Issa Soumaré à son tableau de chasse. Clément sera des nôtres tout à l'heure quand il aura réussi à se connecter. Et Sinistros Boy, le supporter du hack représentant du côté obscur alias Dark CSC, le plus pessimiste de l'équipe, sera également là un peu plus tard dans l'émission. Mais Spacehack, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent, alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche. Nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas également le hashtag Spacehack pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au space. Et ce soir, comme je le disais, c'est une émission spéciale que nous proposons, car comme j'annonçais en préambule, nous ne serons pas seuls, nous serons même très bien accompagnés, puisque mesdames et messieurs, nous avons l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir la capitaine des Ciels et Marines, Romane Anguehard. Bonsoir Romane. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Merci à toi. Romane, tout d'abord, merci de nous consacrer un peu de ton temps précieux. Ça nous fait vraiment très plaisir de t'avoir avec nous, malgré les bugs. Donc, on est super content de t'avoir avec nous, en tout cas. Première question, Romane, toute simple. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien. On aurait aimé avoir au moins une petite victoire ce week-end, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Ça n'a pas été le cas, mais bon, nous de notre côté, c'est sûr que le parcours en coupe a été plutôt bon. Quand on est compétitrice, on a toujours envie de gagner, mais voilà, le principal, c'est qu'on soit encore dans la course en championnat pour se maintenir et puis que les garçons aient pris un point hier, donc ça va pas trop mal. Ouais, justement, pour ceux qui hibernaient ce week-end, hein, tu as disputé une demi-finale de Coupe de France historique pour le hack vendredi soir face au PFC. Comment sors-tu de cette rencontre? Parce que la qualif n'est pas passée si loin que ça finalement. Ouais, ben c'est ce que je disais à l'issue du match. Il y a eu on peut avoir quelques regrets parce qu'on a fait un match dans l'ensemble plutôt bon. On a réussi à faire douter une équipe qui est en très grande forme, le Paris FC, qui avait encaissé 0 but depuis janvier. Donc on savait que la tâche allait être compliquée, mais sur le match, on a fait plus que résister. Je pense on les a fait douter jusqu'à la fin. Donc ouais, des regrets. Après, on va dire que c'est plutôt logique la qualification du PAFC, mais on aurait aimé que cette logique ne soit pas respectée. Alors, moi, j'ai une petite question d'un point de vue personnel par rapport au match. Est-ce que mettre un tampon à la gardienne du PFC dès le début du match faisait partie de tes plans? Non, non, c'est vrai. Bah, j'ai encore des petites séquelles, ça va. C'est bien ce que j'allais te demander justement. Comment tu vas après ça? Non, ça va. C'est sûr que c'était pas agréable sur le moment, voilà, mais quelques petits hématomes et ça va. J'ai pu disputer toute la rencontre, donc non. C'est sûr que pour commencer, bon, c'était peut-être pas l'idéal, mais ça m'a mis dans ma rencontre. T'es rentré dans le vif du sujet, comme on dit, dans tous les sens du terme, pour le coup. Exactement. Et sur ce match, selon toi, qu'est-ce qui vous a manqué dans cette rencontre pour arracher cette qualification? Qu'est-ce qui vous a manqué? Bah, je pense que contre ces équipes-là, c'est des équipes qui sont très cliniques. Il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Donc, on a encaissé 2 buts dans les 30 premières minutes et sur des petites erreurs, voilà, juste de concentration. Le plan avait été quasiment respecté à la lettre. Donc, on a vu qu'on a réussi à se procurer des occasions et à en concéder assez peu quand on connaît la puissance offensive du Paris FC. Après, ouais, ce qui a manqué, bah, c'est
cette petite efficacité sur la fin de match. Mais je pense que bon, ça aurait pu nous permettre d'aller jusqu'au tir au but et ça aurait été super parce que ça aurait enflammé un peu tout le stade. Mais ouais, un petit manque d'efficacité dans les deux surfaces, c'est ce qui a manqué. Mais on a fait notre maximum et je pense que tout le monde a donné ce qui est, que ce soit le staff ou les joueurs, ce qu'il avait. Donc c'est le principal. D'ailleurs, quelqu'un voulait réagir? Non, j'ai cru entendre. Excusez-moi. Tu parlais d'enflammer le stade. Ça a dû vous faire entre guillemets tout drôle de voir cette ambiance dans le stade. Ça devait être énorme en termes de ressenti. Ouais, c'est vrai que c'était super agréable d'avoir, je crois qu'il y a eu à peu près 4500 personnes et voilà, on est plus habitué à avoir 1000 personnes pour nos matchs de championnat. Donc c'est vrai que c'était assez sympa sur le terrain. Le rendu était cool. On entendait bien les supporters et non, c'est vrai que ça nous a poussés et c'est ce qui a permis aussi, je pense, d'y croire jusqu'au bout. C'était ce soutien-là des tribunes et de sentir qu'on avait tout ce public derrière nous qui avait envie qu'on enflamme le match et qu'on revienne et qu'on s'offre une séance de tir au but. Ouais, effectivement, je t'assure que même devant notre télé, ça gueulait pas mal, hein. En tout cas, on a été à fond derrière vous et franchement, c'est pas passé loin malheureusement. Concernant ton rôle sur ce match, tu as été replacé devant la défense pour débuter la rencontre. Est-ce que c'est une position que tu affectionnes? Oui, c'est vrai que j'ai joué un peu milieu de terrain en début de saison. Après, en fonction de un peu des pépins, des choses comme ça, j'ai rebasculé derrière. C'est vrai que le poste de milieu de terrain, c'est un poste que j'aime bien. J'ai été formée à ce poste-là, donc j'ai quand même quelques repères. Après, voilà, il faut se réadapter, mais non, c'est un poste que j'aime beaucoup au milieu de terrain, pouvoir aussi me projeter. Donc non, c'est toujours un plaisir de jouer à ce poste-là. Ça marche, Roman. Et justement, cette saison, c'est ta quatrième au HAC. La section féminine, elle fait ses 10 ans cette année, donc elle a grandi, elle a évolué, notamment grâce à vous. Comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir pour cette équipe et pour l'avenir de la section féminine? Bah ouais, comme tu le disais, c'est vrai que la section, elle a bien évolué. Quand je suis arrivée, on était en deuxième division et là, depuis 3 saisons, on se bat pour le maintien et pour laisser ce beau club en première division parce que je pense qu'avec tout ce qui est mis en place pour les féminines au club, on mérite cette place en Arkema Première Ligue. Donc après, l'évolution, déjà, ça va passer par un maintien. Si on arrive à se maintenir, on réussira à poursuivre ce chemin. Et puis après, du côté des jeunes, il y a des jeunes qui évoluent. On voit que là, on a deux petites jeunes qui sont en train de faire le tour élite de l'Euro. On a Chancel, Efa et Melinda Mendy qui, ça y est, ça commence à faire quelques années qu'elles sont là, mais elles viennent juste d'être majeures. Donc non, je pense que le HAC a vraiment un bel avenir et si on arrive à se maintenir, je pense que on pourra encore viser plus haut les saisons prochaines. Ouais, donc quatrième saison au HAC, comme je le disais, du haut de tes 25 ans, tu es une des cadres d'Essier les Marines aujourd'hui. Nommé capitaine cette saison, comment tu vis, toi, ce nouveau rôle? C'est toujours un plaisir quand on nous confie des responsabilités comme ça, c'est vrai. Après, mon rôle, il n'a pas non plus énormément évolué. Je suis toujours, je pense, la même personne dans le groupe, à essayer de discuter, rigoler un peu avec tout le monde. Enfin, je pense que voilà, le groupe vit bien et c'est important pour avoir des résultats. On a vu qu'en début de saison, on avait quelques difficultés, mais je pense que c'était le temps que le projet du nouveau staff se mette en place. Et moi, de mon côté, voilà, essayer d'aider les jeunes parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a énormément de jeunes dans l'effectif, donc ça passe par là. Et puis après, sur le terrain, continuer à être déterminé, à apporter cette niaque qui, je pense, me caractérise la plupart du temps et voilà, essayer de toujours tout donner le temps que je suis sur le terrain. Alors promis, j'ai pas envoyé mes questions à Roman avant, mais tu parlais justement du début de saison compliqué, qui a été même très compliqué. On avait peur quand même pour l'équipe, mais aujourd'hui le maintien est en très bonne voie. Quel a été le déclic selon toi pour repartir de l'avant? On t'a donné une piste, mais voilà, si jamais tu as d'autres réponses à m'apporter, n'hésite pas. Je pense que le déclic, il a été début mi-décembre là quand on affronte Guingamp chez elle.
où on fait un match correct, mais on n'arrive pas à marquer. Et au final, on marque à 5 minutes de la fin avec Madeleine Roth qui marque sur son premier ballon. Et je pense que ça a été un peu le déclic de se dire, allez, il faut qu'on continue à être à tout donner et ça va finir par payer parce que depuis juillet, on s'entraîne beaucoup, voilà, tous les jours à l'entraînement, on fait beaucoup d'efforts. Donc, quand on n'était pas récompensé, on se disait mince, qu'est-ce qui cloche? Et au final, je pense que voilà, ça a pris un peu de temps à se mettre en place. Mais ce déclic, ce but, cet état d'esprit de tout un groupe, ça nous a permis de nous dire allez, il reste une deuxième partie de saison. Elle peut être belle si on met tous les ingrédients et qu'on se bat tout ensemble. Et au final, là, on a enchaîné 7 matchs sans défaite. Ça a pris fin vendredi contre le Paris FC. Mais cette spirale positive, elle est pas non plus. Enfin, c'est pas cette défaite qui va tout remettre en cause. Je pense qu'en championnat, on peut continuer à faire de belles choses et espérer encore déjà obtenir le maintien rapidement et essayer de gratter encore des places avec les adversaires qui sont devant nous. Ouais, justement sur le calendrier restant, donc il vous reste à affronter justement les trois équipes qui sont derrière vous. Le maintien quand même, je vous disais, en très bonne voie cette saison. Je pas vous porter la poisse, mais c'est bien parti pour rester en première division. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a toutes les cartes entre nos mains, c'est sûr. Là, on affronte Guingamp qui est derrière nous. Ensuite, on reçoit Dijon qui fait une super saison à domicile. Je pense qu'on va avoir envie de se racheter un peu du match aller où on n'avait pas été à la hauteur. Et ensuite, on enchaîne sur Reims et Strasbourg qui sont les deux clubs qui sont actuellement derrière nous. Donc oui, on a un calendrier face à nos adversaires directs. Donc si on négocie bien ces matchs, on n'aura rien à craindre, mais voilà, il va falloir bien négocier ces matchs, pas sous-estimer l'adversaire parce que c'est des adversaires qui y croient encore. Donc, donner le maximum et puis après, essayer de se maintenir, que le maintien soit acquis comptablement assez rapidement pour profiter un peu de cette fin de saison parce que c'est sûr qu'après, on va enchaîner le PSG et Lyon qui sont deux gros morceaux et si on peut être à l'abri avant, ça sera super. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le maintien, faudrait l'assurer avant, puisque ça serait une bonne fête, une belle fête pour jouer après le PSG et puis l'Olympique Lyonnais. Donc ça serait pas mal de célébrer ce maintien de cette façon. Roman, d'un point de vue perso, pour ceux qui l'ignorent, tu n'es pas que footballeuse, puisque régulièrement tu dresses le portrait de tes coéquipières pour Foot Normand. Est-ce que le métier de journaliste, c'est une vocation depuis toujours pour toi, et est-ce que ta reconversion est toute tracée dans ce domaine? Bah oui, là, comme tu le disais, c'est vrai que dans mon temps libre, j'essaye de consacrer un peu de temps au journalisme parce que c'est une passion depuis que je suis vraiment toute petite. Depuis que j'ai 5 6 ans, je rigolais en disant que j'ai appris à lire en lisant l'équipe, par exemple. Donc non, c'est vraiment le journalisme, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Je suis l'actualité sportive et pas que du football. Donc voilà, quand je peux, j'essaye de faire des petites piges à droite à gauche, que ce soit à l'écrit ou dans le commentaire. Donc ouais, c'est un peu une vocation et j'espère qu'une fois que j'aurai rangé les crampons, j'aurai des belles opportunités pour faire du journalisme. Mais avant tout ça, tu vas rester au HAC pendant encore de nombreuses années, n'est-ce pas? Bah ouais, je m'y sens bien. C'est vrai que ça fait 4 ans et tout se passe bien. Il y a toujours des petits moments difficiles dans les saisons, mais au final, je pense que depuis mon arrivée, il y a eu plus de positifs que de négatifs, donc il n'y a pas de raison. Tu penses, au vu des dernières saisons et de la saison actuelle, que vous avez possibilité, à partir de la saison prochaine, si maintien il y a évidemment, d'aller décrocher une première partie de tableau et d'aller titiller des équipes un peu plus fortes en tout cas sur les saisons passées? Bah, je pense que ça peut être un objectif. Après, il y a énormément de choses à côté aussi qu'il faut voir, voilà, que ce soit au niveau du budget, au niveau de toutes ces choses-là. Après, le club a un beau projet, les choses qui sont mises en place sont bien. Là, il y a eu quelques difficultés cette saison. On savait que ça allait être une année compliquée avec, Hmm. aussi, ce qui s'est passé, du côté des droits télé et des garçons. Donc, on est aussi dépendant de ça, il faut pas se le cacher. Donc, on fait notre maximum. Le club nous considère enfin, on est dans de bonnes conditions. Donc, il y a pas de je pense qu'à un moment donné, à court ou moyen terme, il y a de grandes chances que Le Havre puisse, espérer être,
dans le haut du tableau parce qu'il y a vraiment de belles choses qui sont faites ici et ça serait mérité pour le club au vu de l'investissement. Totalement. Merci beaucoup en tout cas Romain de nous avoir accordé cet entretien, d'être venu partager ce petit moment avec nous. Je sais que ton temps est précieux. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Voilà, je sais que tu avais d'autres obligations après. Je vais pas te retenir plus longtemps. Si jamais quelqu'un a une petite question à poser à Roman, qu'il n'hésite pas, qu'il en profite avant qu'elle nous laisse. En tout cas, nous on voulait te féliciter au nom de toute l'équipe et je pense au nom des supporters pour le super parcours en Coupe de France. Voilà, avec les gars d'habitude la tradition c'est de te faire éliminer en 32e de finale voire avant, donc ça nous a un peu perturbé de vous voir jusqu'en demi-finale, mais c'était vraiment un gros plaisir de voir tout ça. Ouais, vous avez pas respecté l'histoire du club, Roman, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que bon, ça nous avait pas trop réussi jusque-là, que ce soit chez les garçons, chez les filles, mais bon. Non, mais bravo, c'était une blague, bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup en tout cas. Enfin, moi, c'est toujours un plaisir et quand je suis dispo, j'essaye d'écouter ce que vous faites et c'est bien d'avoir des gens comme ça motivés, investis, même quand ça va pas forcément parce que j'écoute quand il y a des défaites et c'est compliqué, mais c'est bien, faut pas lâcher et puis il faut continuer parce que le club le mérite et j'espère qu'on aura 2 maintiens à fêter en fin de saison. Et écoute, on te réinvitera à la fin de saison pour faire la fête avec toi. Ouais, j'attends que ça. Merci beaucoup Roman, on va te souhaiter une très bonne soirée, on va vous regarder avec attention et on va croiser les doigts pour que ce maintien soit validé le plus tôt possible, en espérant que plus de monde encore aille vous encourager au Stade Océane parce que vous le méritez. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée Roman, à très bientôt et merci encore. Salut. Voilà les amis, alors c'était pas Jérély, j'espère que... J'espère que la surprise vous a fait plaisir. En tout cas, voilà, nous ça nous a fait extrêmement plaisir de recevoir Romane, qui est une super joueuse, qui est adorable, qui répond toujours par la positive quand on l'invite. Donc c'est vraiment un plaisir. Bonsoir Josué, tu as fait une demande d'intervention. si c'était pour parler à Romane, c'est trop tard. C'était pour vous saluer surtout parce qu'il y a Gilles qui m'a salué, donc je voulais saluer le Space. Mais tu peux rester avec nous si jamais tu as ta soirée, tu peux rester avec nous. Je viens de terminer ma journée, je pars à Liverpool demain, donc j'ai quelques minutes. Formidable. Voilà. Bah écoute, si tu veux, sinon on te souhaite une très bonne soirée aussi, Josué. Pas de souci. Je vous écoute. Bah merci Josué. Gilles, si tu veux venir, il y a pas de souci aussi, tu es le bienvenu si tu veux saluer. Clément aussi, j'arrive pas à le faire rentrer Clément depuis tout à l'heure. Clément, j'ai essayé de l'inviter. Ouais. Clément, je sais pas si tu m'entends, Clément, essaye d'éteindre ton portable et de le rallumer. C'est un truc tout con. En tant qu'ancien vendeur à la Fnac. Si je peux donner un petit tips, on sait jamais. JC est là, tout le monde est là. Bah écoutez, on va y aller. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. En tout cas, moi ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir Roman avec nous, c'était vraiment génial. Alors attendez, je reprenne mon conducteur. Je suis un peu largué. Donc la semaine passée, était donc une semaine très importante pour le HAC, puisqu'en plus de cette demi de Coupe de France historique, les hommes de Didier Digard recevaient l'AS Saint-Etienne qui lutte également pour le maintien, match primordial donc de cette fin de saison. Match à 6 points comme disent certains, mais finalement ce fut un match à seulement 1 point. On reviendra bien sûr sur certains détails de ce match évidemment pendant l'émission, mais j'aimerais vous poser une question toute simple pour débuter. Est-ce que ce point pris face à Saint-Etienne est un bon ou un mauvais point selon vous? En somme, est-ce un bon résultat? JC, je t'envoie la patate, je te laisse démarrer. Bonne chance. Je viens de récupérer la patate, c'est bon, je l'ai. C'est une question que je me suis posée quand même dès la fin du match. Est-ce un point de gagné ou 2 points de perdu? Et puis en fait, je me suis rappelé surtout de ce moment de stupeur et d'angoisse. Vous voyez très bien à quel moment je fais référence. C'est les 2-3 minutes d'attente de la VAR pour le 2-0. Et moi, je me suis fait un film en fait, plus ou moins à ce moment-là. Parce que franchement, à 2-0, je pense pas qu'on puisse refaire le scénario de Lens. Je pense que les miracles n'arrivent qu'une fois. Et en fait, ce scénario, c'est le fait que nous on perde ce match, Saint-Etienne le gagne, puis derrière Saint-Etienne potentiellement peut enclencher une seconde victoire à Montpellier, et puis voilà, et on se retrouve déjà à 5 points. Bref, j'arrête un petit peu ma parano. Honnêtement, me concernant, c'est un point de gagné. C'est pas spécialement valeureux, mais ça a au moins
permis de casser cette spirale catastrophique à domicile. On ne méritait pas beaucoup mieux. Techniquement, j'ai trouvé qu'on était vraiment bien trop faible et notre plan de jeu quand même assez minimaliste. Pour conclure, je dirais que on est le hack. On ne sait pas gagner ce type de rencontre et puis voilà, ne pas le perdre, c'est un moindre mal. Donc et puis finalement, ça fait un point par match. Quelque part, avec 34 points, tu peux te dire que tu te sauves. Et contre Saint-Etienne, on fait 4 sur 6. Donc voilà. Je refile la patate à Thomas. C'est Romain qui a levé la main en premier pour le coup. Ah mince, d'accord. Et après autour de Josué avant qu'il prenne son avion pour Liverpool. Vas-y Romain. Alors, L'Eurostar, pardon. Sur le papier, mathématiquement, et vu l'adversaire, c'est 2 points de perdus. Et JC a tout dit. Par contre, vu le scénario du match et vu comment c'était mal embarqué, c'est un point de gagné. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. JC a fait une très bonne analyse, mais c'est le scénario de ce match qui fait que c'est un point de gagné au final. Bon bah écoutez, on va finir ce space. JC a tout dit. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Non. Justement, Josué, tu voulais, voilà, on t'écoute, cher ami. Non, je voulais rebondir sur ce que disait JC, mais ça confirme la dynamique aussi post-mercato hivernal. Quand JC dit c'est un match qu'on ne sait pas gagner, mais qu'on n'a pas perdu, et potentiellement en 2024, c'est un match que tu perdais. Et ça confirme pour moi aussi une dynamique qui a été enclenchée post-mercato hivernal. Et d'ailleurs, le scénario très proche au final d'un scénario à Lens où tu gagnes 4-3 au final, mais tu es mené potentiellement 2-0 à la 12e minute quand même, faut le rappeler. Donc il y a le scénario évidemment qui est là, mais pour moi c'est un bon point de prix dans le sens où encore une fois sur une dynamique concurrentielle sur quelles équipes vont se battre jusqu'au maintien, enfin jusqu'au bout pour le maintien, pardon. Sur la phase aller, Le Havre a battu Saint-Etienne. Globalement, en fait, Le Havre, sur ses concurrents directs, réussit à récupérer des points. Et c'est pas un match où tu peux te dire, avec le Cardenal, but refusé et tout, tu peux te dire ça va sombrer, ça va finir à 2-0, 2-1 et tu lâches 3 points. Donc, pour moi, très bon point de prix. T'es sorti de la zone de barrage, de la zone de relégation, pardon, la semaine dernière. Tu restes devant, tu as des équipes derrière ou en tout cas à côté de toi, qui ont perdu. Type Reims, qui est quand même clairement en train de s'effondrer. Donc, il y a plus une bataille à 2 ou à 3 comme on pouvait avoir une discussion il y a 6-7 semaines, 6-7 matchs, 6-7 journées en arrière. Tu as Reims qui est aussi dans la bataille maintenant parce que ça se joue à 2 points. Donc, je trouve ça assez encourageant, même si la situation, évidemment, reste plus que préoccupante et alarmante. Mais t'es clairement pas battu à l'issue de cette 25e journée et t'as toutes les raisons d'y croire. Autre personne, merci José. Autre personne qui était plutôt du côté positif à la sortie de ce match, c'était toi, Thomas. Pour toi, c'était un bon point de prix. Tu n'as pas changé d'avis, je suppose. Non, je reste là-dessus. Bon point de prix, alors pour le scénario du match, parce qu'effectivement, on a rarement été en mesure de le gagner, même si on a eu quelques opportunités. Voilà, je vais dire que c'est un match nul qui est quand même assez heureux pour nous. On aurait pu le perdre, notamment effectivement si la VAR nous avait pas encore sauvés. D'ailleurs, ça fait 3 matchs de suite que la VAR nous sauve. J'ai beaucoup gueulé sur la VAR, mais là, je dois avouer qu'elle nous fait du bien. Mais au-delà de ça, voilà, après t'as Reims qui perd, donc on reprend un point sur eux, t'as Nantes qui perd, on reprend un point sur eux, on revient à portée de tir de Nantes, on n'est plus qu'à 3 points. Tu creuses un peu l'écart avec Montpellier, même si c'est pas fantastique, c'est toujours bon à prendre. Et puis comme disait Josué, au moins tu restes hors de la zone rouge, tu restes barragiste, donc t'as ton destin en main. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je conçois qu'il y a des gens qui étaient frustrés parce qu'effectivement, tu pouvais claquer un grand coup et potentiellement assommer Saint-Etienne peut-être jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est dommage d'avoir raté cette occasion-là. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que le verre il soit à moitié. C'est voilà, on n'est pas largué, on n'est pas dans les choux, on avance un petit peu, même si on aurait aimé avancer plus vite. Et puis, comme disait Josué, depuis effectivement le mercato, sur les matchs retour, on est à 9 points pris en 8 matchs. On est sur un rythme d'un peu plus d'un point par match. C'est ce qu'il nous faut pour maintenir cette cadence-là jusqu'à la fin et on sera pas très loin de la vérité. Donc voilà, quand on l'avait souvent dit en début de saison, qu'on n'arrivait pas à gratter des matchs nuls, parfois quand il fallait savoir ne pas perdre. Là maintenant, on arrive à le faire. Donc voilà, par rapport à là d'où on vient, où on avait quand même enchaîné 13 défaites sur la première partie de saison. Voilà, être capable quand tu sais que tu vas pas arriver à gagner de ne pas perdre, voilà, c'est bon à prendre, surtout dans la position où on est, je pense.
Oui, merci Thomas. Clément, je t'envoie la patate chaude. Bonsoir déjà. Bonsoir Clément, ça va? T'as réussi Ça à trouver va l'entrée? Ouais, c'était compliqué ce soir là avec Twitter. T'as écouté mon conseil? T'as bien éteint ton téléphone, tout ça? Mais j'ai carrément désinstallé mon application sur le téléphone. Et Ah bah, c'est brutal, mais ça fonctionne. Vas-y, on t'écoute Clément. Est-ce que c'est un bon point, un mauvais point? Après, ça dépend, je pense, d'où tu te places. C'est sûr que, comme vous disiez, sur le match en tant que tel, si tu oublies qu'on est dans un championnat, pour moi, c'est un bon point. Ce match-là, c'est un peu le même match que contre Lens. Si tu reviens, si tu vas à la mi-temps à 2-0, il y a rien à dire. Et finalement, bah, on arrive à partager les points. Donc, c'est sûr que d'un point de vue dynamique de match, c'est un bon point. Après, d'un point de vue championnat, pour moi, c'est autre chose. Il te reste maintenant plus que 9 journées. Quand on sait la fin de championnat qu'on va avoir avec 4 équipes du top 6, c'est pour moi, il faut prendre des points contre Saint-Etienne, faut prendre les points contre Montpellier, contre Nantes. Contre Saint-Etienne, tu le fais pas forcément. Il y a un moment aussi, malheureusement, voilà, je sais que le Havre, c'est une équipe qui a pas forcément les résultats qu'on va attendre. Ils sont capables, je sais très bien, d'aller faire un nul ou même gagner si on est fou contre Lyon. Mais pour moi, un maintien, ça passe déjà de savoir gagner à domicile contre des équipes qui sont contre toi au classement. Et malheureusement, contre Saint-Etienne, c'était pas fait. Donc voilà, un peu déçu du résultat. Après, voilà, comme disait Thomas, c'est pas fini. Il nous reste 9 journées. On est dans une position un peu plus facile que Saint-Etienne, que Reims qui met pas un pied devant l'autre. Donc voilà, plus ou moins, je vais dire optimiste pour la fin de saison, mais je suis un peu déçu par ce match. Ouais, tout à fait. C'est vrai, quand on regarde le calendrier, on a tendance à penser si on n'arriverait limite pas à se maintenir à l'extérieur, parce qu'on va à Montpellier. Bon, on va à Paris, on va à Auxerre. Auxerre, bon là, qui peut-être en fin de saison, qui aura plus rien à jouer. Est-ce que vous pensez, les gars, que ce maintien va être important et qu'il va jouer surtout à l'extérieur, parce qu'à domicile, voilà, on pêche et on n'arrive plus à gagner depuis un bout de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Thomas, cher Clément. Juste, pour moi, c'est le triptyque qu'on va avoir après Lyon qui va vraiment être hyper important. Le Nantes, Montpellier, Rennes, là, celui-là, t'as pas intérêt à le louper parce que derrière, je pense qu'on n'a pas beaucoup de points. Si franchement, on arrive à prendre 6 points sur les trois matchs, là, après Lyon, on peut être plus ou moins bien embarqué. Mais il faut vraiment pas le louper. Et je pense qu'il faut montrer un autre visage contre Saint-Etienne, que contre Saint-Etienne sur ces 3 matchs-là. Et en parlant de visage, on a vu un visage malheureusement auquel on était habitué depuis plusieurs matchs. Bah, c'est un visage du Hack qui est pas sur le terrain dès le début, qui reste au vestiaire et puis qui se fait punir dès les premières minutes. On prend un premier but, voilà, rapide par Stassin. Sur ce coup, messieurs, on peut limite incriminer personne puisque toute l'équipe a été à la rue. Romain, qu'est-ce que tu as pensé, toi, vu des tribunes de ce début de match du Hack, comme contre Lens, comme contre Toulouse, c'était catastrophique. Ouais, la cata, on n'y est pas, on se fait manger. Ouais, non, mais il y a pas d'autre mot, non, personne n'y était. Je sais pas pourquoi on démarre nos matchs comme ça. En tout cas, c'est sûr que c'est à travailler sur les 9 derniers. Je sais pas, c'est un problème de concentration. Je sais pas, moi, oui, au bout de 12 minutes, c'était la cata, ouais. En tout cas, Thomas, il y a un joueur qu'on n'a pas trop reconnu au début de ce match, c'est Soumaré, parce qu'il était vraiment excellent sur les dernières rencontres. Et là, il s'est quand même très très bien troué. Très bien troué. Il s'est bien troué au départ de l'action. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Soumaré? Est-ce qu'il est pas un peu cramé, le pauvre Issa? Alors peut-être qu'il enchaîne, faut pas oublier aussi qu'il n'avait pas forcément un rythme où il a enchaîné autant depuis un petit moment, parce que l'an dernier je crois qu'à Auxerre il jouait pas tant que ça non plus, donc peut-être qu'effectivement physiquement, de toute façon il y en a quelques-uns qui ont pioché, donc physiquement je pense qu'il y en a certains qui commencent à tirer un peu la langue, donc la trêve va faire du bien. Mais ouais, non, quand je l'ai vu se casser la gueule à moitié taclé pour redonner la balle aux Stéphanois, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fout? Puis après c'était le défilé des âneries dans la défense, hein, parce que sur l'action t'as bien 4-5 joueurs qui sont soit qui sont à mort, soit qui sont complètement largués. J'ai revu le match tout à l'heure. T'as Lloris, Diawara et je sais plus qui à côté qui se tamponnent pendant que le ballon se balade dans la surface. Gorgelin qui peut pas faire grand chose. Youté, il a le ballon qui lui tape sur le pied mais il arrive pas à la dégager. Nego qui est largué au marquage.
Soumaré du coup qui fait cette espèce de remise en jeu pour Sainté qui est bizarre. Enfin, comme tu disais, on peut pas incriminer franchement un joueur plus qu'un autre. Là, t'as la moitié de l'équipe qui passe en mode sketch et dans ces cas-là, effectivement, tu prends un but. Qui te donne presque envie de rigoler devant la télé tellement c'était un défilé de n'importe quoi. Donc, mais voilà. Après, c'est de manière plus générale, c'est nos entames de match qui sont ratées, c'est notre fébrilité défensive aussi sur les entames de match qui est absolument effarante par moment. Donc malheureusement, c'est un scénario qu'on a un peu trop vu ces dernières semaines, quoi. Alors, je sais pas, tu as omis de parler d'un joueur, je sais pas si c'est volontaire, mais sur le coup, il y a aussi Fodé Ballo-Touré, juste Tout à après fait, la ouais. perte de balle de Soumaré, qui s'est aussi trouvé, qui a pas réussi à récupérer la balle. Oui, ouais. Et le souci avec Fodé Ballo-Touré, j'aimerais qu'on en parle, c'est que DAZN nous annonçait que le joueur s'était blessé à l'échauffement, et je voulais savoir comment c'était possible d'aligner un joueur annoncé blessé à l'échauffement. Je sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Je sais pas si Josué a suivi l'affaire. Pour le coup, je sais pas si tu as vu le match d'ailleurs. Mais voilà, Dazo nous annonce que le joueur est blessé et finalement il joue et au bout de 15 minutes, il sort blessé. Faut La demander faute à, au joueur, au coach, au staff médical, je comprends pas là pour faut le coup. demander à Digard, ça, c'est lui qui doit savoir ça. Écoute, Josué, tu peux me l'appeler s'il te plaît. Non, mais pour te rejoindre, c'est quand Je même vais dire un effarant. truc. J'ai pas du tout suivi. Je pourrais me renseigner, mais je vais pas vous dire quelque chose. J'ai pas. Ouais, d'accord. Ok, non, mais y a pas de souci, Josué. Oui, Clément. Ouais, c'est quand même, enfin, moi, je trouve comme ça quand même effarant, quand même, que t'as même les mecs de DAZN qui voient que dès les premières touches de balle, ça va pas, il est pas bien. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire démarrer un joueur blessé encore sur le terrain. Surtout que le but, ça vient, tu te dis, il y a pas mal de monde qui passe au travers, à commencer par Soumaré. Mais le but, je suis pas convaincu qu'avec un Ballo-Touré à 100% ou même Zouaoui, tu te le prends parce que il se fait déposer par l'attaquant adverse. C'est sûr que sur une cheville, c'est plus compliqué d'aller disputer le ballon. Mais honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Il y a des choix qui sont quand même vachement intrigants dans ce que fait Digard. C'était un peu la même chose de mettre Ballo-Touré contre Angers alors qu'il revenait de 1 an sans jouer, le Lombard titulaire. Et là, rebelote où il se blesse. Alors, je sais pas s'il était déjà blessé avant ou il se blesse à l'entraînement. Et de le faire jouer comme ça d'entrée, je trouve ça. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre la logique du truc. Surtout qu'en plus, oui, c'est pas comme si on avait personne pour dépanner derrière. Tu me dis, je sais pas moi, c'est Casimir ou c'est Youté. qui se blesse, ça je comprends, tu peux forcer un peu avec lui. Mais putain, Zouaoui derrière, en plus, il te fait il te fait vraiment un très bon match. C'est pas comme s'il y avait un peintre derrière qui savait pas jouer au foot, quoi. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi forcer avec Ballo-Touré blessé. Alors, dans les auditeurs, si certains étaient au match, je vais demander à Romain qui était, mais est-ce que vous avez remarqué à l'échauffement justement que Fodé Ballo-Touré s'était blessé? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Romain, du coup, je reviens vers toi. Est-ce que toi, de là où tu étais, t'as remarqué quelque chose? Non, mais il paraît qu'il s'est chauffé aussi à part, non? J'ai pas lu ça. Il me semble avoir lu ça, mais non, j'ai pas Ouais. remarqué, non, de mon côté, non. Parce que sur DAZN, les commentaires sont souvent à côté de la plaque et là, les informations sont complètement souvent à l'inverse de la réalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé un regard, regard plus précis, un autre regard au niveau du stade. Mais effectivement, du coup, les faits sont là. Enfin, le Fodé Ballo-Touré a été remplacé à la 15e minute et on prend ce but. Les conséquences sont quand même graves parce que d'une part, je trouve que tu perds un joueur pour un délai incertain parce que pour le coup, on ne sait pas de quoi il souffre, à moins que je sois passé à côté de l'info aujourd'hui, mais on va être privé de Ballo-Touré encore une fois. Et puis sur le coup, tu grilles aussi un remplacement pour le reste du match. C'est là où je trouve ça problématique. Si tu savais que le joueur était blessé, de l'avoir mis titulaire, je trouve ça quand même dommageable. Et rebelote, comme on disait tout à l'heure, quelques minutes après le but stéphanois, de nouveau le manque de concentration qu'on déplorait lors du dernier space, de nouveaux buts pour Saint-Etienne, mais cette fois, Clément, la Sainte-Var était de notre côté, n'est-ce pas? Ouais, on a quand même le cul porté de nous depuis deux matchs. Là, c'est vrai que avec des hors-jeux qui doivent se jouer à 5-6 cm, c'est quand même énorme. Derrière, mais en même temps, je trouve que ce but refusé sur hors-jeu nous a remis dans le match. Derrière, on arrive quand même à
à venir mettre un peu la pression dans le camp stéphanois, parce que même après le premier but, j'ai pas vu de réaction des joueurs. Et c'est ça qui fait un peu peur, c'est qu'ils ont quand même des gros trous d'air. Et sur ces trous d'air, je pense qu'ils sont capables de se prendre 2, 3, 4 buts d'affilée. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des trous d'air comme ça à ce niveau-là. C'est assez compliqué à comprendre. Après, est-ce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser? C'est vrai qu'à domicile, pourquoi ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a aussi pas une sorte de pression? Ils ont du mal à gérer la pression. À l'extérieur, tu as un peu moins de pression, surtout quand tu joues contre des grosses équipes. Tu te dis, bah, t'y vas, de toute façon, tout le monde nous voit perdants, et au pire, on fait un résultat, il n'y a aucune pression. Mais c'est vrai que des matchs en jeu, que ça soit depuis Elsner, je me rappelle encore le match contre Valenciennes il y a 3 ans sous Elsner, où on gagnait, on était quasiment sûr de monter en Ligue 1, et derrière on fait une prestation indigente. Il y a pas mal de matchs comme ça charnières, Nantes et Montpellier, Metz l'an dernier, qui nous auraient permis de basculer du bon côté, et que les joueurs ils arrivent pas à se mettre dedans, ils arrivent pas à mettre les ingrédients pour le gagner. Et je me demande s'il n'y a pas une certaine forme de pression qui se met sur eux, ou qui se mettent eux-mêmes sur eux, et qui les fait complètement déjouer. Romain, est-ce que tu rejoins Clément par rapport à ça, par rapport à ce souci éventuellement de pression à domicile? Ouais, après, je sais pas comment ça s'est créé, cette pression, parce que comme on débattait lors du dernier Space, et même avant, bon, quand il y a eu on va appeler ça l'incident, là, par rapport à ce qui a été dit, enfin, à l'encontre de Diga, etc. C'est vrai qu'on est quand même plutôt du côté supporter, plutôt un côté plutôt gentil, on va dire, hein. On en parlait, c'est Gilles aussi qui parlait de ça la dernière fois. Donc je sais pas pourquoi cette pression à domicile, pourquoi on n'arrive pas à développer pourquoi on n'arrive pas à développer le même jeu. Après, peut-être que les équipes qu'on rencontre chez elles sont peut-être plus faciles à jouer pour nous par rapport à notre tactique. Ouais, en tout cas, comme à Lens où on avait fait un démarrage cata et on avait 2 buts à remonter, le but, voire le deuxième but refusé du coup à Saint-Etienne, ça a quand même eu le mérite de réveiller les Ciel et Marines. Ils ont commencé à jouer à partir de ce moment-là, j'y sais, avec notamment une retourne acrobatique d'Étienne Moutet puis un poteau de Kouka. Le retour acrobatique était magnifique. Oui, non, mais c'est vrai que derrière, ça fait peut-être office un peu de déclic. On touchait le fond et oui, il y a eu un temps fort après qui a suivi. Et aussi peut-être prendre en compte la baisse de l'intensité mise par les Stéphanois. Peut-être que aussi ils ont eu un contre-coup du fait que le but ne soit pas validé. Et derrière, en fait, on a fini la première mi-temps en égalisant presque logiquement finalement sur si on veut voir sur les fameux momentum où nous on a quand même bien dominé les 15-20 dernières minutes sur cette première mi-temps. Ouais, c'est ça. Et le hack, comme disait JC, était bien meilleur quand même que sur cette première mi-temps. Et voilà. En tout cas, perso, je me suis dit, on va réussir à égaliser, et ça s'est concrétisé par ce penalty obtenu de manière très originale, Thomas, n'est-ce pas? Ah bah autant des fois t'as des débats sur les mains dans la surface, autant là j'ai rarement vu une main comme ça. Les deux, imagine que je pousse le ballon, là il y avait zéro doute, hein. D'ailleurs tu vois la tête qu'il fait après, il est dépité d'avoir fait ce geste là, je pense que c'était un réflexe et que c'était pas du tout volontaire, mais c'est incroyable de voir ça en tant que professionnel, de voir ce genre de choses. Le joueur qui a peur de se manger la balle dans la tête, qui met les 2 mains, quoi. C'est surtout qu'en plus, enfin voilà, sur les centres, on n'avait pas été. Bon, si, il y avait eu la tête de Kouka, mais on a eu quand même pas mal de centres qui étaient partis un peu partout. Enfin voilà, je veux dire, c'était pas forcément nécessaire pour lui de faire une main à ce moment-là. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris. Tant mieux pour nous, hein, parce que voilà, ça nous permet de revenir dans le match, parce que pour le coup, je sais pas si on aurait marqué autrement hier. Mais ouais non, je pense que c'est à mettre au top 10 des plus belles mains de la saison, parce qu'elle est quand même assez costaud celle-là. Elle est assez originale, c'est clair. Et du coup, suite à ça, le duel Larsonneur-Touré a donc connu une revanche, mais surtout la même issue, ou presque, qu'au match aller, et a délivré tout le stade, qui était bien garni d'ailleurs pour cette rencontre. À ce moment-là, Romain, tu t'es dit, ça y est, on peut le faire, on va le faire, ou t'étais plutôt sceptique? À ce moment-là du match, je me suis dit, on peut le faire quand on a égalisé, tu veux dire.
Yes. On revient au meilleur moment. On sait très bien que marquer juste avant la rentrée au vestiaire, ça met un coup derrière la tête à ceux qui prennent le but. Donc oui, c'est le meilleur moment pour revenir au score, surtout que ça faisait, on l'a dit, un quart d'heure qu'on poussait et que ça devenait plutôt très intéressant pour nous. Non, moi ce qui m'a, enfin bon, il a fini par le marquer, donc ça va, mais c'est vrai que quand j'ai vu Touré prendre le ballon, je sais que c'est le tireur attitré, il n'y a pas de souci là-dessus, mais comme Kuka avait marqué la semaine dernière, et parce que Touré n'était plus sur le terrain, je n'aurais pas été contre ce que Hassan prenne le ballon et qu'il y aille parce qu'il était en confiance par rapport à cet exercice. Bon voilà, ça, heureusement Touré m'a fait mentir, mais j'ai presque eu raison quand même. D'ailleurs, pour ceux qui étaient au stade, DAZN a rappelé l'épisode du match aller en disant que c'était Sanganté qui avait chambré l'Arseneur en mettant une panenka et qu'il n'avait pas apprécié l'Arseneur. Alors pour rappeler les choses, c'était Touré qui avait tiré une panenka parce que l'Arseneur l'avait insulté juste avant de tirer le penalty. Et il avait dit en conf de presse, il m'a insulté, du coup je l'ai puni, j'ai fait une panenka. Et ça nous avait fait beaucoup marrer à ce moment-là. Et c'est vrai que comme toi, je craignais ce duel, ce retour. Je me suis dit l'Arseneur, il va être revanchard, il va tout faire pour l'arrêter. Et effectivement, il l'a arrêté. Heureusement pour nous, de la mauvaise façon, puisqu'il leur a donné la balle et nous a relancé dans le match. En tout cas, la première mi-temps s'achevait avec pas mal d'espoir. Et en deuxième, un nouvel acteur est entré sur la pelouse, ou plutôt une actrice. J'ai nommé la peur. Il s'est quasiment rien passé sur cette deuxième mi-temps, tant les joueurs semblaient paralysés par l'enjeu. Aucune des deux équipes ne s'est montrée plus dominante que l'autre, même s'il y a eu évidemment quelques petites occasions de part et d'autre. Mais du côté du HAC, je souhaitais quand même relever 2 points, un négatif, l'autre positif. Le premier, ce sont les contre-attaques menées notamment par Josué Casimir. On l'a senti cramé, non messieurs, parce qu'il a quasiment raté tout ce qu'il a tenté, Thomas. Ouais, des mauvais choix surtout parce que il a beaucoup couru. Je pense qu'il a encore fait quand même un bon kilométrage sur ce match. Mais comme je te disais, bon, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont un petit peu effectivement fatigués. D'ailleurs, je crois que c'est Diawara qu'on a parlé en conférence de presse. Et là, oui, ça se sentait chez Josué, notamment il y a, je crois que c'est autour de la 60e, il y a un 2 contre 1 à jouer avec Hassan Kuka et il met la balle juste sur le défenseur. Donc c'est dommage parce que c'était sans doute une de nos plus belles opportunités de la deuxième mi-temps. Donc ouais, je pense qu'il était il était un petit peu rincé notre Josué. En plus, on a encore vu un petit peu partout à gauche, à droite, revenir couvrir un petit peu en défensivement. Donc ouais, manque de lucidité sur pas mal de prises de décision en contre-attaque. C'est dommage sur ce match-là, mais après, enfin voilà, j'ai pas envie de l'incriminer plus que ça, parce qu'il se donne tellement Josué en général que voilà. Et puis pour revenir juste sur, je me donne pas mal, hein, franchement. J'avoue. Mais j'avais pas, excuse-moi, j'avais pas capté que c'était José qui avait pris la parole. Mais et sinon pour finir sur le penalty, Abdoul l'a pas célébré, hein. Il était tellement vénère de pas avoir marqué directement, d'avoir marqué sur la reprise, qu'il l'a pas célébré. C'était assez marquant, j'ai trouvé, sur le coup. Puis quand je l'ai revu tout à l'heure, le match du coup à tête reposée, tu vois qu'il a un peu le regard fermé même s'il a marqué, tu sens qu'il est pas content de lui, quoi. J'aurais kiffé un eye contact avec l'Arseneur pour lui dire t'as vu. Je te l'ai remis celui-là. Gilles est d'entrer dans les débats. Salut Gilles. Salut les amis, ça a été compliqué, mais Romain a fait le boulot pour que je puisse venir vous faire coucou. Ah ouais, ça fait une demi-heure que je galère. Ah, c'est vrai. Merci Romain pour ton acharnement. Merci Gilles d'avoir trouvé la porte d'entrée comme Clément. C'est de l'acharnement thérapeutique à ce niveau-là. Écoute, on va en profiter que tu sois là pour écouter ce que tu vas nous dire sur cette rencontre. Écoutez, quand je reprends un peu, c'était quand au bout de 10-12 minutes déjà tu t'es dit allez, et ils ont toujours pas compris, toujours la même chose, et on a la possibilité de revenir, on revient, et après une petite séance de trouillomètre à 0 à la fin, parce que la situation fait que t'as plus envie, tu t'es dit allez, on a laissé passer notre chance, maintenant on est d'accord, un point, ok, allez, un point pour tous les deux, on est content. Elle est pas belle la vie, c'est un peu ça. Le suite, ce sera plutôt rapport à
aux conséquences à long terme plutôt de ce point, plutôt que sur le match en lui-même, où au final, oui, on est content de prendre de le prendre parce que c'était mal embarqué, mais c'était pas ce qui était prévu au scénario, quoi. Ouais, je voyais tes tweets justement par rapport à ce que disait Thomas sur le fait que c'était un point positif. Hier, tu avais l'air opposé à ce que disait Thomas en disant qu'on avait perdu 2 points et qu'on aurait dû faire mieux. Mais effectivement, vu la physionomie du match, à la fin, on se dit bon, on prend quoi. Bah, le problème, c'est que entre la team David Goudeneuf, optimiste, bisounours, moi je représente la team cynique, pessimiste et putain encore une occasion de louper. Et que le problème d'un championnat, et là je me mets un peu dans les plats de Clément qui avait un tête dessus, c'est qu'un championnat c'est pas un examen. Il suffit pas d'avoir la moyenne tout au long de l'année pour que ça passe. C'est un concours et il y a 15 places à la fin de l'année. Il y en a un qui peut être ramené au rattrapage et tu peux avoir la moyenne sur l'année. Si tu en as 16 au-dessus de toi, bah, tu descends. Et le problème, c'est que pour vraiment faire la comparaison par rapport à un concours, c'est que on a été capable d'aller valoriser des matières censées être faibles. On va dire Lille, Lens, on n'est pas censé prendre 3 points face à ces équipes-là. Mais dans la matière où tu dois être fort, c'est-à-dire Saint-Étienne, des Saint-Étienne, des Angers, des là comme ça, tu fais pas le point. Et ben, vous avez les examens, vous savez comment ça se passe. Bah, quand tu es faible dans ta matière forte, il faut que tu sois très fort dans des matières plus faibles. Et que les points qu'on a pris finalement contre Lens et Lille, on dit ouais c'est beau, on a pris des points là-bas. Oui, mais ça fait que rattraper les mauvais points que tu as eu en première partie. Là, va falloir en faire autant sur les prochaines fois. Et si vous avez vu la gueule du calendrier, ça va être compliqué de prendre beaucoup de points dans des zones qui sont normalement pas les nôtres. Et ça peut compter fort à la fin. En commençant par Lyon dimanche, après voilà, on a des déplacements à Montpellier, à Paris, à Auxerre, à Strasbourg. Donc effectivement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le maintien jouera peut-être sur des matchs où on n'était pas forcément attendu. Et voilà, il va peut-être se jouer à la 32e journée, hein, parce que à la fin, ça va être très compliqué. Si Strasbourg est encore en mesure de jouer quelque chose à la 34e, faudra pas compter aller prendre des points là-bas, à la toute fin. Comme la saison dernière, en dernière journée où on recevait l'OM, où là on s'était dit de toute façon, bon, là, heureusement on a été maintenu depuis la journée d'avant, 2 journées d'avant, je crois. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué. Je parlais justement sur cette seconde mi-temps de points négatifs et de points positifs. Le gros point positif sur ce match, c'est la prestation de Yanis Zouaoui. Romain, tu voulais t'exprimer à ce sujet-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a été l'homme du match, en tout cas de notre côté. Ouais, en première mi-temps, j'étais sur son côté. Le hack attaqué vers le cop et donc j'étais sur son côté et moi je l'ai trouvé incroyable. Dès qu'il est rentré, il s'est mis tout de suite dans le bon tempo et il y a beaucoup d'attaques qui passaient par son côté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un débat que j'ai pu lire aujourd'hui suite à sa présence dans le 11 type là de la journée. J'ai pu lire qu'il y a pas mal de personnes qui lui reprochent plutôt son côté défensif où il est peut-être moins bon, il a peut-être certainement encore beaucoup de choses à apprendre, hein. Faut rappeler que c'est un joueur qui vient de 2 échelons en dessous et mais bon je trouve qu'à chaque fois qu'on a pu le voir, il a fait ses matchs, sauf peut-être une seule fois, je crois, où il a peut-être été un peu moins bien, mais bon, vu le niveau de l'équipe à un moment donné, ça se voyait peut-être pas trop. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un joueur, c'est un joueur qui renvoie une image qu'on aime bien. Il se donne, il est présent, il est disponible pour ses coéquipiers. Donc non, il a vraiment pas démérité sur cette rencontre. Merci Romain. José, tu voulais t'exprimer sur Yanis Zouaoui. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Romain. D'ailleurs, il a fait, je pense, son match de référence au match aller contre Saint-Étienne, parce que c'est un peu là, entre guillemets, que je pense les supporters Avril l'ont découvert et ont apprécié un peu ce qu'il était capable de faire. Il avait fait un très très gros match à l'aller contre Saint-Étienne. Mais ça fait partie des joueurs qui, comme le rappelle Romain, qui vient d'échelons bien inférieurs, qui a une mentalité irréprochable et qui est surtout là pour prouver, entre guillemets, et tout donner pour prouver. Donc évidemment qu'il y a plein de choses à parfaire. Mais sur ses rares entrées et ses titularisations, pour moi, c'est un joueur à mettre vraiment en avant parce que on pourrait aussi être sur un profil de joueur qui est
voilà, qui vient d'échelons bien inférieurs et qui ne s'adapte jamais à l'exigence d'une Ligue 1. C'est quand même pas rien de passer de Martigues au Havre en Ligue 1. Et je trouve qu'il le fait quand même vraiment très bien pour une première saison si on parle que de sa trajectoire individuelle. Et c'est quand même quelque chose à souligner dans la saison générale du Havre. Si on soulève de temps en temps des performances individuelles, je trouve que c'est une réelle satisfaction. C'était un pari de base. Peu de personnes enfin, c'est un recrutement qui a surpris beaucoup de personnes. C'est très rare de faire ce gap-là, surtout à son âge. C'est pas quelqu'un qui avait 18, 19 ans et qui connaît l'échelon supérieur. Donc, non, pour moi, c'est une très belle satisfaction aussi, ouais. Clément, un truc aussi sur Yanis Zouaoui, il nous a fait passer des frissons à la fin du match parce que son coup franc était super bien tiré. Malheureusement, il passe de peu à côté. C'est un joueur qui peut nous apporter aussi à ce niveau-là. Bah ouais, c'est un très bon tireur de coup franc et de coup de pied arrêté en général. C'est vrai que le coup franc qu'il a mis, franchement, je l'ai vu dedans. L'histoire aurait été belle, malheureusement de peu à côté. Après, pour Zouaoui, c'est sûr que offensivement, je trouve qu'il est vraiment intéressant. En plus, c'est un de nos rares bons tireurs de coups francs et de corner. Par contre, c'est vrai que défensivement, je pense que lui reproche aussi Digard, c'est que défensivement, c'est quand même très très light. C'est vrai que le côté gauche, quand en plus c'est Soumaré devant lui, souvent on se fait quand même bien ouvrir en deux sur ce côté gauche. Pour en revenir juste, si tu me permets un petit aparté sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que bon, déjà la compo de base avec Balotouré, on en a parlé. Blessé, ça j'ai pas trop compris. Après, c'est sûr que pour moi il y a aussi une défaillance quand même de la plupart de nos joueurs. Surtout tout ce côté droit, j'ai trouvé les trois qu'on avait là, Nego, Diawara et Casimir vraiment en dessous. Nego, le nombre de pertes de balles à la relance. Et un petit point tactique aussi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que Keshta faisait aussi haut sur le terrain. Pareil à moindre mesure pour Casimir et Soumaré. Je trouvais que en plus d'Igard, il a tendance à vouloir relancer court derrière en prenant des risques et on a vraiment eu du mal à le faire. Nego était souvent à 10, 15, 20 mètres de Casimir. Diawara hier, il fait un match où il est invisible, donc à la relance, on n'a rien pu faire. Mais surtout Keshta, en fait, je me demande pourquoi il était aussi haut. J'ai pas trop compris, alors que lui, c'est peut-être un des rares à pouvoir relancer, en tout cas sur une ou deux touches de balle, lancer des contre-attaques. Et lui, il était quand même relativement haut, il tournait autour de Hassan. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce positionnement. Et si je vais un peu plus loin, j'ai du mal à comprendre pourquoi Didier Digard il veut absolument mettre autant de joueurs devant. Là, on a pareil pendant 10-15 minutes en deuxième mi-temps, on est arrivé avec son 4-2-4 là, en mettant Joujou, Soumaré, Ayou et Casimir à 4 devant comme il l'avait fait contre Toulouse Toulouse, ouais. Et franchement j'ai du mal à comprendre, en tout cas à lire sa tactique, à pourquoi il veut faire ça et pourquoi ne pas plutôt mettre un milieu de terrain comme Ndiaye ou même Koudzaïev un peu plus sur le terrain qui nous aurait permis peut-être un peu prendre la possession et peut-être nous créer un peu plus d'occasions que ce qu'on a fait en deuxième. Voilà, c'était un petit point de vue tactique. Après, je sais pas si c'est partagé ou pas, mais. Eh ben, Josué, est-ce que c'est partagé? Non, c'est juste pour te préciser parce que j'entendais du coup, c'est juste pour rebondir sur Fodé. Je t'ai envoyé en privé les éléments, on va dire, de justification de. D'accord, je vais lire ça, j'ai pas vu. Voilà. Ah, et tu les as envoyés à qui moi, j'ai demandé, donc il m'envoie. Ouais, j'ai envoyé à Spessac. Ouais. Ah, c'est à Spessac, c'est pas moi. Je vais voir ça tout de suite. Juste, c'est vrai que ah oui, voilà, je vois ce que tu m'envoies. Fodé se blesse légèrement à l'échauffement, il veut quand même tenter le coup. Oui, c'est Fodé en fait. C'est Fodé qui a demandé à jouer. Mais gars, là t'as aussi un médecin. Enfin, au bout d'un moment aussi. Non, après, c'est toujours une discussion entre les différentes personnes et ce que j'ai précisé dans le message que rien d'alarmant en tout cas au niveau de la blessure. Dans le message que je précise aussi, c'est que la physionomie du match, a fait que Sainté aussi est beaucoup passé sur son côté en début de match et que, entre guillemets, ça a aussi accéléré, on va dire, le processus de il est trop juste pour ce match-là et donc réaction oblige. Mais il y a eu discussion dans le match parce qu'il y a eu alerte à l'échauffement et ça justifie comme ça. Après, il y a pas plus d'explications que ça, entre guillemets. Ça arrive plein de fois qu'un joueur ressente une alerte à l'échauffement et après, c'est une discussion corporate en mode est-ce que je le sens, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je laisse ma place. Là, apparemment, c'était est-ce que pour le coup, il le sentait, ouais. Ouais, mais est-ce que après il est pas seul à prendre la décision. Après, tu dis que ça arrive plein de fois.
mais il y a plein de fois aussi où les joueurs n'y vont pas. Et encore une fois, c'était un match, peut-être Si. comme on disait. Sur un match aussi important, si le joueur dit je me sens pour y aller, c'est pas un joueur qui va te dire j'y vais et je suis à 50%. Donc je pense que pour lui, au moment où il dit j'y vais, enfin c'est pas je pense, c'est certain par rapport au contexte sportif et tout du club, quand il dit j'y vais, c'est qu'il sent que pour lui c'est bon, ça peut tenir quand même malgré l'alerte qu'il ressent, mais que sur le début de match et sur le fait que Saint-Étienne passe énormément de son côté, c'est ce que Digard du coup explique en conférence de presse, que le plan de jeu de Saint-Étienne était de beaucoup passer par ce côté-là. Très rapidement, il a senti que physiquement ça tenait pas, et il a fait ton d'honnêteté à regarder son banc de touche et à dire les gars, ça va pas le faire pour moi, ça va pas le faire pour moi aujourd'hui. Donc réaction. Évidemment que ça peut surprendre parce que le remplacement intervient vite, le changement intervient vite, et que le mal est fait entre guillemets parce que les premières occasions viennent de là. Mais c'était juste pour revenir sur ce point. Mais le problème, c'est que c'est une connerie qui peut te coûter 3 points quand même. Bah, une connerie, oui et non, parce que tu dis une connerie après coup. Mais si on refait le match, c'est Eugène Sacomano, putain, mon enfance. Si on refait le match, pardon. C'est à son âme d'ailleurs. Ouais, si on refait le match et qu'il se passe rien de son côté et qu'il tient son rang, voilà, on n'évoquerait pas ce point-là. Évidemment que là, ça a été problématique, donc c'est quelque chose qu'on évoque à juste titre, c'est normal. Mais c'était juste pour pour apporter les éléments. Et puis pour rassurer. Et pour rassurer aussi sur le fait que potentiellement c'est pas alarmant non plus. Ouais, donc bon, potentiellement il pourrait peut-être être là à Lyon. Donc on va croiser les doigts. Thomas, tu as une petite crampe au niveau du bras, je pense, à force de lever la main, on t'écoute. Ouais, ça tire. Non, alors ouais, non, pour Lucas Balotouré, effectivement, je pense que c'est une discussion, il le sent, le staff dit ok, et puis forcément Digard va pas dire non parce qu'il l'avait prévu sur la feuille de match, donc voilà, c'est une décision qui est collégiale, et puis ça passe pas, tant pis. Non, après moi je voulais revenir sur les changements, parce que pour le coup je les ai trouvés, alors je vais pas dire cohérents, mais je comprends l'idée de ce qu'a voulu essayer de faire Digard. Le seul truc, c'est que moi j'aurais peut-être pas sorti Diawara, parce qu'il a quand même cette capacité à couper les lignes, à casser les lignes, pardon. Mais quand tu fais rentrer pour avoir 4 offensifs, je pense que l'idée c'est un peu de répliquer le hurrah football qu'on a eu à Lens, c'est-à-dire ça part dans tous les sens, ça pétille, et puis c'est vrai qu'à Lens du coup t'en plantes 4. Et puis après tu vois je crois que les derniers changements c'est à la 83e ou 84e, là l'idée c'est vraiment de refaire rentrer du défensif pour clairement, alors j'allais dire bétonner, c'est peut-être pas le mot, mais pour assurer ta base arrière et puis aller au bout avec le 1-1. Mais c'est pas les choix les plus incohérents que j'ai vus chez Digard, même si ça a pas fonctionné. En tout cas pour la tentative de jouer à 4 devant, ça a pas fonctionné. Mais voilà, ça me paraissait un peu cohérent. C'est peut-être plus la sortie de Diawara qui m'a étonné pour le coup. Ouais, moi ce qui m'a étonné, c'est le maintien de Josué quand même, parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je l'ai trouvé complètement cramé. Il a loupé pas mal de contre-attaques. Et c'est vrai que j'étais étonné qu'il le laisse, et puis au contraire qu'il appuie encore en attaque avec l'entrée de Joujou, comme disait Clément tout à l'heure. Donc voilà, c'est ma petite interrogation. Après voilà, il a tenté, de tous les cas. Voilà, un coach c'est là pour ça. Il tente de renverser les choses, et puis voilà, bon, ça n'a pas fonctionné. Il a rectifié derrière pour, comme tu dis, pas pour bétonner, mais pour consolider le résultat. Derrière, on fait match nul. S'il avait pas rectifié et on avait perdu, on lui serait tombé dessus. Donc voilà, en tout cas pour ma part. Voilà, justement sur ce match, j'aimerais, je vais vous demander, votre coup de cœur et vos coups de gueule. C'est un moment qu'on l'avait pas fait, et là j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là. Romain, si tu veux bien commencer par ton coup de cœur et puis ton coup de gueule, si tu en as évidemment. Mon coup de cœur, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Je pense que voilà. Et on l'a compris. et mon coup de gueule, alors je sais pas s'ils sont s'ils nous écoutent ce soir, mais j'avais 3 personnes derrière moi au stade. Alors je sais que chacun vit son match comme il le souhaite, mais particulièrement une des personnes qui pendant 90 minutes n'a fait que critiquer les joueurs à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, à chaque fois qu'il y avait une action. Dès que Saint-Etienne avait le ballon, c'était parce qu'on allait prendre le deuxième, etc. Et voilà, c'est mon coup de gueule, ça m'a un peu saoulé en fait. Voilà. C'est insupportable ça. Voilà. À chaque fois que j'ai eu le malheur d'aller au HAC dans d'autres tribunes que dans le COP,
j'ai toujours vécu ça, que ce soit dans la tribune famille ou en Pôle Langlois. À chaque fois, t'as toujours des casse-pieds derrière qui font ah ils sont nuls, ils sont payés à rien foutre, ils savent pas aligner de passe. Et là, genre généralement ils sont complètement bourrés. Donc bon, je leur mets Non, moins ça. elle l'était pas là, mais enfin, C'est je crois encore pas. pire. Je crois pas, c'est encore pire, ouais. Non, mais voilà, dès que le joueur, si c'est un défenseur, c'est mais défend, mais attaque, mais fallait le donner de l'autre côté, mais ceci, mais cela. Bon, c'était juste pour vous faire sourire. Voilà, ça Ouais. m'a pas permis de regarder, ça m'a pas empêché de regarder mon match comme je le voulais et de le vivre comme je le voulais, mais c'est vrai que c'est pénible. Enfin, on se demande pourquoi ces personnes vont au stade. Ouais, alors que t'en as d'autres comme nous qui gueulent devant notre télé, mais dans le bon sens. Et nous, on aurait bien aimé être au stade à sa place, en tout cas. Bah, merci Romain pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Justement, Thomas, à ton tour, est-ce que tu as un coup de cœur et un coup de gueule à passer? Ouais, coup de cœur, je vais en faire mes trois petits, si tu me laisses le temps. Ça fera un gros. On a le temps, on est entre Laisse-en nous, pour les autres t'inquiète. un peu, Thomas. Ouais, non, j'avoue. Bon, je l'ai fait en speed. Bon, j'ai bien aimé l'activité de Yacine Keshta quand même. Je l'ai retrouvé très actif. Ça m'a fait plaisir de le revoir parce qu'il revenait quand même d'une légère blessure, donc ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Mhm. J'ai bien aimé l'arbitrage. J'ai souvent gueulé sur l'arbitrage et sur la VAR. Et là, j'ai trouvé que pour le coup, Turpin était quand même. Enfin, tu sens qu'il parle plus avec les joueurs. Il y a plusieurs fois où tu le vois dialoguer quand il y a des moments où ça pourrait un peu s'envenimer. Enfin, je veux dire, on a vu suffisamment de matchs où c'est parti un peu en sucette, où l'arbitre avait du mal à garder le contrôle. Je me souviens du match aller contre Reims, par exemple, où c'était devenu n'importe quoi avec Digard, Douchez qui se font exclure, l'arbitre qui surcompense à gauche à droite. Enfin, c'était une horreur. Là, j'ai trouvé que le match était très serein, en partie grâce à l'arbitre. Donc voilà, faut le souligner aussi quand c'est bien. Et puis dernier coup de cœur, mais ça devient un classique. Bah, la belle activité encore de la Tribune Cop. J'étais un peu dégoûté du coup de voir Stade depuis ma télé, mais il y avait une très belle animation encore au début. Ça a encore bien chanté pendant 80 minutes. On entendait encore très très bien les chants à la télé. Donc voilà, ça efface aussi un petit peu, on va dire la petite bisbille. J'ai pas envie de parler de drame, la petite bisbille qu'il y avait eu après Toulouse. Je pense que voilà, tu sens que l'unité est bien ressoudée après le gros parquage à Lens. Et puis là, il y a eu des belles animations, il y a eu une bonne ambiance, il y a eu une belle activité pendant 80 minutes. Je pense que voilà, ça fait du bien de voir que cette fameuse union sacrée, voilà, c'est pas que des mots et que ça se met en place aussi, quoi. J'ai pourtant lu que Saint-Étienne jouait à domicile. Ah, Ouais. quelle horreur. J'ai lu ça aussi. Alors effectivement, les micros de DAZN sont plus proches du parquage, donc c'est vrai qu'à la télé c'est un peu biaisé, mais enfin voilà, je suis sûr que dans le stade, en tout cas, on entendait les Havrais aussi, forcément les Stéphanois, on les entendait beaucoup puisque le micro est de ce côté-là, mais je te rejoins Thomas, les tribunes étaient magnifiques, et les couleurs. Enfin voilà, devant la télé, enfin moi j'étais fier de voir ça et encore un super taf avec tous les drapeaux, etc. C'était magnifique, vraiment une super ambiance. Donc bravo à toutes les organisations de supporters, à la Fédé, etc. Parce que c'était magnifique. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir ça dans d'autres matchs à domicile. Mais c'était chouette. Je te rejoins sur ce coup de cœur également, cher Thomas. Et ton coup de gueule, t'écoutes si t'en as un, évidemment. Est-ce que c'est la même personne chez toi qui gueulait derrière ton canapé ou pas? Non, c'est moi qui gueule dans le canapé, c'est pas mes enfants, t'inquiète pas. Non, je vais pas te mentir, ce serait le niveau général de l'équipe. Je pense que c'est un de nos moins bons matchs depuis, on va dire, la remise en forme de janvier. Je pense que c'est un de nos moins bons matchs collectivement. On n'a pas été terrible. On s'est quand même, enfin voilà, le match nul est heureux. Donc voilà, c'est pas un énorme coup de gueule, mais je trouve que voilà, on n'a pas été très très bon hier. Allez, Gilles, je te donne la parole maintenant au cas où tu te fasses griller par Clément JC. Donc, si tu as un coup de cœur et un coup de gueule éventuellement, ou 12, ça dépend. On va en laisser un petit peu pour les autres. Je vais avoir un coup de gueule, mais qui est récurrent. C'est encore une fois notre incapacité à garder la quinze à violet, ne serait-ce qu'une demi-heure, quoi. Il serait bien de bon ton urgent qu'on se concentre à chaque retour de mi-temps, parce que c'est trop souvent qu'on prend des buts casquettes, et même le pauvre Mathieu Gorgelin en conf de presse, il était face à Benoît et il dit je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus, c'est pas faute d'en parler, c'est pas faute de le faire, mais si déjà que ça va être compliqué, si on peut éviter de se tirer un chargeur dans le pied à chaque début de match, franchement ce serait pas mal. Eh ben, ok, je te rejoins aussi là-dessus, toi. Est-ce que tu as un coup de cœur, par contre, éventuellement? Kuka,
je sais pas où ils sont allés le chercher, mais il fait plaisir à voir. Il est toujours dans la bonne zone. Il est efficace. Il est franchement très bonne pioche de Mathieu Bodmer. Et je redis ce que j'avais dit après le match de Lille. Si on se maintient, une pyramide devant le stade Océane. Eh ben, parfait. Les gars en off me demandent si tu es dans une grotte, Gilles, ce soir. Parce que c'est vrai que la liaison avec ta région est... C'est parce que je suis pas sur le PC, justement. Je suis juste j'ai été obligé de me mettre au téléphone. Donc, du coup, j'ai juste la petite oreillette. C'est juste pour ça. Mais effectivement, je suis dans ma grotte. Je suis dans ma grotte. Ça marche, voilà. Le message est transmis, les gars. Voilà. Merci Gilles, en tout cas, pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Clément, à ton tour. Compliqué. Je dirais. Allez, tu vas trouver du positif. Tu vas pas nous faire comme CSC. En coup de cœur, est-ce que j'ai le droit de dire Laval qui gagne à Caen vendredi? Bien sûr. Je vais commencer par le plus facile, les coups de gueule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre axe droit de notre équipe. Les trois qu'on avait à droite, là, Diawara, Casimir, Nego, je trouvais qu'ils étaient en dessous par rapport au reste de l'équipe. Et puis en coup de cœur, je sais pas quoi te dire, moi. La buvette chez toi qui était bonne. Non, que peut-être qu'on a, enfin voilà, en coup de cœur, je dirais plus une situation un peu générale que malgré qu'on fasse des matchs parfois où on a vraiment des gros trous d'air comme ça, où on pourrait repartir avec une valise, on n'est pas largué au classement et on est encore en position d'au moins aller en barrage. Donc je dirais plutôt notre position au classement en coup de cœur. Allez. Ça marche. Clément, t'as loupé le début de l'émission tout à l'heure. Juste une petite parenthèse, je disais que tu collectionnais les maillots portés par des joueurs de différentes équipes. Si jamais dans l'assistance, il y en a qui en ont, petite annonce. Contactez Clément, ça lui fera bien plaisir de vous racheter vos maillots, de les recevoir gratuitement. Bien sûr, gratuit, parce que j'ai pas de budget extensible non plus pour mettre ça là-dedans. Donc voilà, le message est passé. Bon, JC, last but not least, cher ami, coup de cœur, coup de gueule. Moi, je vais pas être très original, mais en coup de cœur, je dirais Zouaoui pour son entrée pleine de culot, son pied gauche qui est en or, qui est une arme vraiment sur chaque phase arrêtée, et puis le rendu à la télé sur l'ambiance, sur l'animation. Enfin, franchement, c'était chouette. Puis bon, les petites vidéos que j'ai vues de certains supporters, j'ai même vu un Géréli, encore une fois, tout feu, tout flamme. Et en coup de gueule, je dirais, écoutez, plutôt ce hack qui est c'est début de match, pardon, et ce hack qui est à réaction, qui manque un peu de proactivité. Donc voilà, c'est quelque chose à travailler. C'est vraiment chaque début de match, voilà, qui nous plombe pour le moment. Eh ben, ça marche, JC, merci. Si vous permettez, je vais vous transmettre mon coup de cœur. Mon coup de cœur, je le partage avec Thomas, c'est Yacine Keshta, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, toujours à courir partout, à se défoncer pour récupérer les ballons. Même de la tête, il y va. Des fois, même, il les récupère sur des mecs qui font des têtes de plus que lui. Franchement, je trouve vraiment que son investissement est hyper intéressant et que ça confirme que c'est un joueur très, très, très précieux pour nous. Et mon coup de gueule, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que j'ai pas compris pourquoi on maintenait Josué Casimir qui était cramé, et voilà, alors qu'on a des solutions derrière comme Antoine Joujou qui aurait pu le remplacer. Bon, c'est dû au changement tactique, etc. Mais voilà, j'aurais bien aimé que Josué laisse sa place et se repose pour mettre un peu plus de fraîcheur plus vite. Romain, tu voulais réagir sur quelque chose, je crois. Ouais, vous avez vu, il y a Vivien dans l'auditoire, il vient nous vendre les maillots à 49 €, les X-Script du FCR. Vas-y, raconte à ceux qui n'ont pas vu le tweet du compte Le Noble Actu. Attends, faut que je relance le truc. C'est encore une belle invention du président du FCR qui trouve que les maillots de foot sont trop chers maintenant et que la saison prochaine, il veut vendre des maillots à 49 €. Avec une marque qu'il a inventée, ça va. avec une marque qu'il a créée, voilà, et la marque X-Script. On a hâte de voir ça. Voilà. Alors, le FCR, c'est un divertissement
voilà, depuis des années. C'est, Le foot normand nous divertit cette année. Le foot normand nous divertit. Ah ouais, mais le FCR, c'est quand même un cran au-dessus, Ouais. quand même. C'est quand même un cran au-dessus. Ils nous font rire depuis des années. Gilles, tu voulais réagir dans ta grotte sur ces maillots à 49 euros. Non, mais non, mais c'est Postel. Je vous dis, nous, on a eu Mayol, mais on est des petits joueurs par rapport à Ivan Postel. Hein. Il est quand même, ce gars est quand même exceptionnel. Franchement, à chaque fois, tu te dis, mais il ne peut pas aller plus loin, mais il repousse toujours plus loin les limites de l'idiotie et de la connerie. Et je vais penser d'ailleurs un petit coucou à Grégory Carutoma qui s'est fait insulter de tous les noms dans un podcast consacré au SCR. Comme quoi c'est peut-être ça la reconnaissance du talent, c'est de se faire insulter par des imbéciles. Magnifique. Josué, je t'ai vu lever la main, tu voulais rebondir sur Xscript ou pas? Non, je voulais donner mon coup de cœur aussi. Ah bah vas-y, avec plaisir, vas-y, on t'écoute. J'ai un gros coup de cœur pour votre speaker, je pense que c'est le meilleur de France actuellement. Ah bah alors là, on va lui transmettre, je sais pas s'il nous écoute, je l'ai pas vu. C'est pas faux de l'inviter à chaque space, vous avez un vrai génie dans votre stade qui fait le lien entre le club, entre les supporters, et c'est une vraie chance pour vous, faut quand même le souligner. C'est vraiment très fort ce qu'il fait. Il est incarné pour ça et je trouve ça génial. Voilà. Je plus sois. C'est vrai que Jérémy, c'est un dingue. C'est un peu comme Mathieu Bonnemer, il dort jamais, ce mec-là. Je trouve ça extraordinaire. Mais il a 50 000 casquettes. C'est aussi la réussite de ce club-là et j'aurais pu aller plus loin dans mes coups de cœur, parler du mercato hivernal, de tout ça. Mais c'est un club qui est hyper impliqué. Toutes les personnes qui sont dans ce club-là sont des gens hyper impliqués au quotidien. Alors, on va me dire, dans tous les clubs, ils sont tous impliqués, mais il y a vraiment un plus dans ce club-là. Il y a un côté familial et tout, et le speaker l'incarne. Donc voilà, mon coup de cœur. Alors attends, je te coupe juste. Tu dis dans tous les clubs, il y a quand même pas mal de touristes. Hein. Ça, c'est ton avis. Non, mais je te parle. Ah, par contre, de quoi par contre, au Havre, c'est vrai qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça soit Bodmer, même le coach, même le président, tout ça, il y a une implication qui nous a permis déjà d'arriver jusque-là, et c'est vrai qu'on a eu quand même de la chance de tomber sur Mathieu Bodmer et son équipe il y a 3 ans, parce que c'est vrai qu'avec d'autres, on aurait pu être même encore plus bas que quand aujourd'hui. Je profite que tu fais ce coup de cœur pour Jérémy, Josué, parce que je voulais le remercier l'équipe com du Hack qui nous a permis d'avoir Roman ce soir avec nous, même si c'était court parce que Roman a des impératifs, mais je voulais la remercier quand même de nous avoir laissé Roman venir dans notre émission, et c'était vraiment un moment super, et voilà, j'espère qu'à l'avenir on pourra avoir d'autres personnes du club, parce que voilà, le space, je le dis, je le répète, c'est vraiment pour créer du lien entre nous tous supporters qui soient au Havre ou ailleurs, comme moi, comme d'autres, et avec le club. Et si en plus de ça, on peut faire le lien entre nous tous et le club et échanger avec des gens de l'intérieur, voilà, ça serait le rêve. Donc merci à eux en tout cas pour cette opportunité. Vous avez un space vraiment très structuré pour le coup. Enfin, c'est un deuxième coup de cœur, on va dire, mais vous êtes vraiment très bon dans le sens où, enfin, voilà, c'est rare d'avoir un space avec un conducteur, et d'avoir une régularité comme ça. Pour le coup, j'interviens sur pas mal de choses à l'extérieur, enfin sur des spaces notamment, et enfin bravo pour le taf, quoi, parce que c'est bien aussi d'avoir un débrief, un recul sur tout ça. Ben merci, ça nous va droit au cœur. Je crois que les gars, ça nous fait plaisir d'avoir des retours comme ça, et puis ça encourage à continuer. Thomas, t'as levé le deuxième bras, vas-y, on t'écoute avant que t'aies des fourmis. Oui, alors du coup pour terminer sur Jérémy, notre speaker, faut pas oublier aussi que le rôle de speaker lui tombait un petit peu dessus sans prévenir, hein, après la mort de Francis, c'était pas son rôle à la base, et que il le remplit effectivement extrêmement bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, pour bifurquer sur le maillot autoproduit par le président du club de je sais pas quoi à Rouen, faut pas oublier que nous aussi on a fait ça une saison. La saison de transition entre Nike et Joma, si je dis pas de bêtises, qui était la dernière saison de Louvel, on avait eu un maillot, alors pas autoproduit, mais on avait lancé la marque 1872, du coup, qui a fait qu'une saison, mais le maillot, pour le coup, était vraiment pas mal. Je l'avais pas acheté à l'époque, et je m'en veux un peu aujourd'hui, je t'avoue. On avait eu un très très beau maillot pour finir. Alors, je crois que Louvel avait dit que c'est le cadeau de départ au moment de son départ, et effectivement, on avait eu plutôt une belle tunique.
Et puis encore rien à voir, mais c'est mon moment où je bifurque. Quitte à parler de foot normand, moi je voudrais saluer aussi, je sais pas s'il y en a qui suivent, mais c'est l'équipe que je suivais pas mal dans ma jeunesse, que j'habitais à côté. La très belle saison des Diepois, pour le coup, qui roulent sur la Nationale 3, qui vont enfin peut-être retrouver la Nationale 2, qui est quand même vachement plus au niveau qu'on peut attendre de ce club, parce que moi ça m'attristait un peu de les voir pourrir en 5e division. Moi j'ai connu l'époque où ils avaient fait monter en 3e, où ça s'était joué à un match près. Donc voilà, voilà, il y a aussi des choses sympas dans le foot normand autour. Alors je crois pas que ce soit un club partenaire du HAC, mais voilà, je vais pas dire que c'est mon deuxième club de cœur, mais moi ça me fait plaisir de les voir un petit peu revivre après pas mal de saisons au fin fond de la 5e division. Et tu parles pas de l'US Grandville? Je ne parle pas de l'US Grandville parce que c'est pas à côté de chez moi. Bah moi je vais quand même les saluer. Très mauvaise saison de l'US Grandville, ils vont retourner en National 3. Merci pour tout. C'est pas possible. J'aime bien ce space normand, c'était pas mal. Et écoutez, on a 2 personnes qui étaient pas là pendant tout le space et juste avant la fin, tu as vu, regarde comme il pop. Donc on va laisser la parole à Vivien. Bonsoir Vivien. Salut à tous. Tu sais comment je t'ai nommé pendant la présentation de Romain? Pas du tout, je veux pas le savoir. Je m'attends au pire. Tu veux que je te lise ou t'écouteras le replay? Vas-y, fais-moi un spoil. Vas-y, dis-moi. J'ai introduit Romain en disant il a survécu à un nouveau covoiturage avec le Sébastien Loeb des maisons de retraite. Voilà. Enfoiré. Ça me manquait de me faire insulter dès le début de l'émission, donc voilà, j'en avais besoin avant la fin. Ouais, Vivien, tu voulais un petit mot avant qu'on conclue? Un petit coucou amical à tout le monde, voilà, c'est tout. J'étais en famille ce soir, je pouvais pas être avec vous, mais je pense à vous, voilà, tout simplement. Mais on a pensé à toi, tu vois. On pense tous à toi. Et l'autre, alors je l'ai nommé comment le représentant du côté obscur du hack, le Dark CSC, le plus pessimiste de l'équipe. C'est le mec. C'est le mec qui fait floquer son maillot à son nom pour qu'on le reconnaisse dans la rue. Salut CSC. Salut à tous. C'est le mec qui prend l'eau à Marseille aussi, tiens. Ah oui, là. Je suis dépité, voilà pour vous dire, je suis au bord de la route sous la flotte. Mais en même temps, pourquoi tu laisses ta fenêtre ouverte sous la flotte? Bah non mais en fait voilà, je vais pas tout expliquer, mais cet après-midi il a fait super beau et voilà, et on va dire que le mécanisme de la vitre a lâché, voilà. Et là, c'est la merde. Et puis, j'ai pas que ça. Enfin, bref, je suis au bord de la route, là, si vous voulez, sous la flotte. T'es un peu loin, Quentin, pour qu'on vienne te chercher pour le coup. Hein. Il a décapoté à midi et maintenant il paye. C'est Gilles qui disait quelque chose, je crois. Il a décapoté à midi, mais maintenant, il en paye le prix. Hein. C'est comme ça quand on fait le cacou. Voilà. C'est incroyable. Je t'ai appelé Sinistros Boy au début de ta présentation et là, franchement, si t'arrives, c'est quand même incroyable. Non, c'est pas drôle. Bon non, c'est pas drôle du tout, mon CSC. On pense à toi. J'espère que je vais réécouter. On va voir si je vais être d'accord avec vous. Je pense que non, mais bon. Ouais, je pense que non plus. L'avantage, c'est qu'on t'entendra pas râler après nos interventions. Donc non, mais c'est pas grave. Je commenterai tout cette nuit sur le groupe. J'espère que vous dormirez pas. J'ai rien prévu. Tu parleras avec Jérély parce que Jérély ne dort jamais. Ouais. Voilà. Bon voilà, on va conclure ce space qui était fort sympathique. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, avec comme début d'émission, la super Romane qui est venue nous dire quelques mots après cette demi-finale de Coupe de France. C'était un super moment et c'était vraiment un réel plaisir de l'avoir avec nous. Et puis la deuxième partie d'émission en compagnie de tout le monde, Josué, Gilles, Clément, Thomas, Romain, mon JC, voilà, et on est revenu sur cette rencontre face à Saint-Etienne. Prochain match, donc je le disais, dimanche à 15h au Groupama Stadium, ça va être très 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 compliqué. Mais comme l'été très compliqué à Lens et très compliqué à Lille, on sait jamais ce qui peut se passer sur un malentendu. Voilà. On espère que le hack réussira à ramener quelque chose de là-bas. Après, il y a une trêve, les gars, je crois, c'est ça, Romain, Thomas? Oui, il y a une trêve après, oui. Ah ouais, t'as du mal à l'intégrer, mais oui, il y a une trêve. Pour la petite histoire, j'avais prévu de lancer un space le 24 mars, mais il n'y avait pas de match, donc forcément, donc j'aurais fait un space en commentant du vide, voilà. Donc oui, il y a une trêve internationale, ça y est, ça repart, ça, ces conneries, c'est chiant ça. Hein. Enfin, bref. En espérant que, en espérant qu'on redémarre pas la trêve comme on a démarré le mois de janvier. Ça y est, il recommence.
C'est parti. On était sur une note positive, il va nous pourrir la fin du space. La sinistrose. Et voilà. Bonne soirée à tous. Ouais, bah écoutez, en tout cas pour le prochain space, on communiquera la date évidemment sur le réseau et puis peut-être avec un invité surprise, peut-être que j'arriverai à convaincre Jérémy de venir cette fois. On verra bien. On va se faire du lobbying, t'inquiète Guillaume, on va te faire du bah lobbying. allez-y, mettez la gomme, hein. Il faut que l'homme à la casquette soit avec nous. Prévenez-moi si Jérémy est là, ça va être un grand moment. Eh ben, pas de souci. Je t'inviterai également, comme ça on sera tous ensemble, ça va être la fête. Enfin bref, merci à tous d'avoir assisté à ce space, merci à tous d'avoir participé. J'espère que l'émission vous a plu. Il est 22h30. Je vais vous faire à tous une grosse bise. Je vais vous dire à la prochaine et d'ici là, allez le hack. Salut. Bonne Salut, soirée. allez, Ciao, bonne soirée à ciao. tous. Bonne soirée à tous. Allez le hack et allez le Havre.